Alors, ma présentation va s'articuler en trois parties. L'essor des marchés obligataires en monnaie locale, la réponse LABAD et le fonds obligataire. Je ferai les deux premières parties en français et la troisième partie en anglais. Alors, donc, l'évolution de nos marchés. Alors, lorsqu'on regarde en 2015, la communauté internationale a défini les objectifs de développement durable, les ODD, qui aspirent à éradiquer la pauvreté et la faim, à réduire les inégalités et puis à lutter contre le changement climatique. Plusieurs statistiques sont données pour atteindre ces objectifs. Sur le continent, on parle de plus de 600 milliards dont nous avons besoin côté infrastructure, et il y a bien d'autres chiffres. Lorsqu'on regarde un peu la mobilisation de ces ressources à travers les différents pays, on regarde ici un peu le panorama dette au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? On parle à peu près de 215 trillions, c'est-à-dire à peu près 352% du PIB mondial. Là, c'est ce qui représente la dette, pays en développement et pays OCDE. Comme vous pouvez le voir, ce qui est important ici, c'est de voir que la dette sur les pays en développement a été multipliée par 8 sur les 20 dernières années et la dette des pays matures a été multipliée uniquement par 3. Sur la partie dette pays en développement, vous pouvez voir que l'essentiel, la grande majorité de ces ressources sont levées en monnaie locale. Donc, ce qui est déjà intéressant, et donc de regarder qu'est-ce que l'Afrique fait dans ce travail-là. Alors ici, on parle de marchés locaux. Vu le thème d'aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du marché obligataire souverain. Pourquoi le marché obligataire souverain? C'est le marché le plus important, et aussi parce que lorsque vous regardez les liens macro-financiers, c'est le gouvernement qui est l'actif sans risque, à partir duquel le pricing de tous les autres titres est fait sur un marché. Lorsque vous regardez au niveau de l'Afrique, les pays en rouge, les pays en vert, sont les marchés qui ont le plus progressé, où on trouve assez de liquidités et on arrive à lever des fonds sur de longues maturités. Les pays en blanc et les pays en bleu sont des pays qui font des efforts, mais qui sont encore en état embryonnaire. Donc si nous voulons réaliser les objectifs que monsieur le représentant résident a cités tout à l'heure, et aussi les objectifs de développement durable, nous devons avoir sur le continent plus de rouge et de vert. Sans les rouges et les verts, nous ne serons pas capables de réaliser ces objectifs-là. Donc vous voyez le challenge que nous avons. Alors, parlons des marchés obligataires souverains en monnaie locale. En termes d'encours, nous sommes à plus de 300 milliards de dollars. Et en termes d'émissions, seulement pour l'année 2016, nous sommes au-dessus de 200 milliards de dollars. Vous voyez bien que cela ne concerne que quelques pays. Si on repart aux années 2000, en 2000, nous avions 28 milliards de dollars émis sur les titres publics seulement. Donc nous sommes passés de 28 à plus de 200 milliards. Donc il y a un progrès qui est fait, mais toujours quand vous regardez les courbes, vous verrez que cela ne concerne que quelques pays. Lorsqu'on va en détail pour regarder la nature, la structure de ces bonds à travers les pays, on constate que 70% de ces titres sont de court terme, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 an. Donc, en gros, on était au début des années 2000 à plus de 90%. Nous sommes à 70% depuis un certain temps. Mais cela signifie quoi? Le message derrière, c'est que les titres sont davantage émis pour régler des problèmes de fonctionnement, le budget de fonctionnement, donc, et pas les budgets d'investissement. Si on regardait plus les budgets d'investissement, on utilisait les marchés locaux, on aurait plus de titres supérieurs à 1 an. Si on compare les autres régions, cet après-midi, vous aurez l'expérience de la Banque asiatique. Madame Noy est là, elle vous parlera un peu de comment leur marché a été développé. Vous avez le même phénomène qui se produit aussi en Amérique latine, où on est passé, début des années 2000, début des années 90, à près de 80 à 90% de dette externe. Aujourd'hui, à 70%, ils arrivent à trouver les ressources sur leur marché domestique parce que des réformes ont été faites, notamment sur les fonds de pension, les caisses de retraite et sur les compagnies d'assurance. Donc nous sommes encore à un niveau où les autres pays étaient début des années 90 et certains pendant les années 80. Donc il y a un travail à faire. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez que 25 pays qui ont émis une fois à plus de 10 ans, même pas régulièrement, mais une seule fois. My name is Mrs. Akuswa Nelson Kofi,
and I'm the portfolio manager for equities for SSNIT. That is Social Security and National Insurance Trust. That is the first-year social security scheme in Ghana. It means that whether you like it or not, as a worker, you must first of all contribute to our scheme. We've had some reforms of late where, apart from having a first-year scheme, it's been opened up to the private sector, where you have also private sector players working under the second-tier scheme. And with the third tier, it's basically voluntary, in that any worker, after contributing to the first tier and the second tier, which is compulsory, you can join any private pension scheme and enhance your pension. We recently also have a regulatory body, which is a national NPRA, that is the National Pensions Regulatory Authority. Now, when you look at in terms of contribution, we are now contributing basically 18% of basic salary to both the first tier and the second tier. Initially, our scheme, that is SSNIT, was taking the full chunk of the money. Unfortunately, right now, we have less contributions coming to us. Of the 18% that we have 11% coming to our scheme. Formerly, we're doing 17.5%. Now we'll have another 5% going to the private sector players. And then and then also we contribute 2% of that 18% to the National Health Insurance Scheme. It means that every contributor is covered under the National Healthcare Scheme. The private players now take 5%, which is compulsory. It means that in that space we have the administrators, we have the custodians, we have also the fund managers who are regulated by the NPRA. For SSNIT, I think we've been around for a very, very long time. We basically do the fund management of the scheme from my end as a portfolio manager. We are guided by some investment guidelines and an asset allocation policy. And when you look at our asset allocation policy, we are swayed towards fixed income investments. And over there, we have corporate bonds and also government bonds. There are also municipal bonds in that segment, but we have not done much municipal bonds. And we are also heavily weighted towards the treasury instruments. On the equity side, we are doing about 26%. We are supposed to do 26%, but some way, somehow, with the need to provide some affordable housing, we seem to have done more of the equity investments than necessary, and we are heavily weighted towards that area. Then again, we have about 5% that goes to alternative asset class, and that is real estate and also private equity, and then economically targeted investments. So I must say that I agree with Dave in terms of what he said concerning the African markets. Indeed, there may be some long-term investments, but I think the bond market is not that deep enough. It needs to be deepened further. With respect to the capital markets, what I see is that there's a great sway towards the financial sector, which brings a risk to fund managers. If something happens in the banking sector, for instance, in our case, I think we would take a big hit, because on the Ghanaian capital markets, you have about 80% or 90% to 90% in the banking sector. And so there's a need to sort of diversify the sort of portfolio we have in terms of investments in capital markets. Again, we also see a heavy flow towards the owners of the companies that, like the banks. If you take Standard Chartered Bank, the owner itself has taken a chunk of the investments, in terms of shareholding in the company, in the bank. So you realize that the public float is very small. I think from some research we did, I think it's around about 3%. So if the public float is that small, how do you expect
there to be a lot of trading in the market. Nous réfléchissons sur la problématique de la mobilisation de l'épargne et du financement à long terme du développement et des projets d'infrastructure. Et dans ce domaine, les assureurs sont un maillon incontournable dans tous les pays, sur tous les continents. En Afrique, le rôle que les assurances jouent reste encore perfectible. Je dirais simplement que dans la zone qui nous regroupe, la FANAF, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et beaucoup de pays font partie, nous avons une contribution du secteur au produit intérieur brut qui est d'environ 1%. Alors que dans d'autres marchés beaucoup plus matures, nous avons une contribution qui varie entre 3% si on se réfère aux champions du continent et à peu près 8 à 9% ailleurs. C'est-à-dire donc que nous avons un gap. Mais en termes de mobilisation de l'épargne, parce que c'est cette épargne mobilisée qui sert à financer le développement ou les projets, il faut que nous réfléchissions en termes de densité, qui est à peu près la cotisation moyenne payée par habitant. Elle est inférieure pour le segment de l'épargne vie qui mobilise l'épargne longue. Elle est inférieure dans notre zone à 2 $ par habitant. Là où ailleurs, on peut être entre 200 et 4 000 $. C'est dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que l'assurance puisse jouer son rôle. Maintenant, malgré la faiblesse de cette épargne, que représente-t-elle? Aujourd'hui, l'épargne mobilisée et les placements effectués par les compagnies d'assurance dans 14 pays qui constituent la CIMA, cœur donc de cible. Lorsque nous avons fait cette étude, nous avons à peu près 4 milliards à 4 milliards et demi de dollars qui sont placés par les compagnies d'assurance dans les économies. Sur ces 4 milliards et demi, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui allait à ces obligations émises donc par les États ou des structures comme la BAD. Et globalement, nous avons constaté que dans 10 pays sur 12, il y a à peu près 15% de l'épargne mobilisée, ce qui tournerait peut-être autour de 600 millions à 650 millions de dollars, qui vont, 600 millions à 650 millions de dollars, qui vont vers le financement donc des investissements. C'est une masse qui n'est pas négligeable, même si elle est encore perfectible. Et nous avons essayé de réfléchir sur le nœud du problème. Pour amener les entreprises à contribuer davantage, il faut agir sur 3 leviers. Le premier des leviers, c'est le développement du marché. Or, quand on raisonne en termes de développement du marché, on se rend compte que le segment de l'assurance vie qui mobilise une épargne longue parce que la duration des contrats vie, elle va de 4 ans pour les contrats en cas de décès à une moyenne de 12 ans pour les contrats en cas de vie ou de capitalisation. Nous avons bien sûr des pics avec des contrats qui durent 20 ans, 25 ans, mais la moyenne dans le portefeuille des contrats que nous avons examinés, elle va de 4 ans pour le décès à 12 ans pour les contrats d'épargne et de capitalisation, ce qui n'est pas négligeable. Alors que l'horizon de la plupart des bons qui sont émis par les États dépasse rarement les 7 ans. C'est dire que donc il y a une épargne longue qui est mobilisée et qui doit servir à financer, mais cette épargne, elle ne va environ qu'à 15% dans le financement des bons des États. Bonjour, je suis Magatte Wade. Je suis maire de la ville de Mékhé, au Sénégal, à 100 km. Et je suis un ancien de la Banque africaine de développement. Et je suis très heureux de retrouver mes amis et collègues. Et je vais parler en tant que maire. Et surtout en présence de ceux qui ont de l'argent, les assureurs. Alors moi, je suis le focal point de l'Association des maires du Sénégal, chargé de tout ce qui est financement. Et j'ai eu la chance aussi d'être nommé président du comité national de pilotage de la mise en place d'un outil de financement des collectivités locales. Alors, le problème, c'est, vous avez vu ce qui s'est passé aussi avec la ville de Dakar pour accéder au marché financier.
il y a ce qu'on appelle l'unicité de caisse au niveau de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, qui donne un pouvoir et de l'autonomie aux collectivités locales. L'unicité de caisse fait que nos ressources sont gérées par le Trésor public. Et nous ne pouvons pas aller faire un emprunt sans la garantie de l'État, la garantie souveraine. Donc nous sommes régulés par le ministère des Finances. Alors ce que je disais à mon ami Stéphane, la banque doit être une accélératrice des réformes du secteur financier dans nos pays. Alors tout le problème c'est là, mindset. Pourquoi ce que vous avez vu tout à l'heure, tous les pays performants au niveau des marchés, ce sont des pays anglo-saxons. Vous avez l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, etc. Où sommes-nous, nous francophones? Donc c'est un problème de mentalité. Comment changer les mentalités? Vous avez parlé de 10 ans, peut-être qu'il faut 50 ans de négociation et 100 ans de mise en œuvre. Tant que la banque et les institutions doivent avoir une mainmise au niveau des États pour que les réformes du secteur financier soient accélérées et approfondies. Alors, le deuxième élément, l'outil de financement des collectivités locales. Mais il n'y a pas meilleur marché que les collectivités locales. C'est nous qui portons les projets. L'État, c'est nous. Tout ce que vous financez, c'est dans les collectivités locales. Donc, nous sommes les porteurs de projets. Il faut donc qu'on puisse, il y a l'étape que notre ami, le directeur du développement du secteur financier a soulevé, les centres d'incubation. Il faut que tous les projets fédèrent. Nous avons le PAPEJ, le FONGIP. Il y a aussi, quand je prends une démarcation par rapport à ma situation d'ancien fonctionnaire de la BAD et d'élu local, mais il y a un gap énorme entre les politiques que nous élaborons et la matérialisation sur le terrain par nos États. C'est pourquoi la banque devrait, dans l'accélération de ces réformes, aller directement aux collectivités locales qui sont les porteuses de projets. Donc, pour ne pas faire un grand plaidoyer un peu plus long pour les collectivités locales, je vous dis, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Et il faut en parler avec les ministres des Finances et les chefs d'État parce que nous avons une emprise, la banque du moins a une emprise sur eux. Et je compte sur vous pour que, et sur les assurances, nous vous attendons également au niveau de l'AMS pour que nous discutions de la possibilité de la mise en place de cet outil de financement des collectivités locales et qu'on allège les procédures pour que les collectivités puissent aller sur le marché financier. Je vous remercie. Les bourses africaines ont quasiment les mêmes problèmes, notamment le problème de liquidité, la petite taille donc, de leur marché, l'étroitesse et l'accès des PME, sachant que les PME constituent 80% donc qui tirent l'économie des pays de la région. Et bien sûr, la faible intervention du secteur privé. Au niveau de la bourse, on voit que le secteur privé a très faiblement sollicité le marché. Alors la BRVM, c'est une bourse régionale pour les 8 pays de l'UEMOA. Bon, après 20 ans d'existence, nous sommes aujourd'hui à à peu près 34, 35 bientôt sociétés cotées, dont les 34 sont ivoiriennes. 31 lignes obligataires avec une capitalisation boursière de 6 500 milliards pour le marché des actions et 2 500 milliards pour le marché des obligations. Donc, qu'est-ce que la bourse fait pour un peu essayer de développer ce marché? Bien sûr, c'est d'ouvrir un troisième compartiment donc pour les PME, PMI et les entreprises à fort potentiel. Créer, développer des bonds pour la diaspora, donc pour qu'ils développent donc leurs secteurs territoriaux. Et puis inciter bien sûr les grandes entreprises à se faire coter, bien qu'il y en a qui sont encore réticentes. Et bien entendu, le projet majeur, c'est l'intégration des marchés de capitaux. Donc, il y a un projet d'intégration des marchés de capitaux de la CEDEAO, donc qui s'appelle le WACMIC, West African Capital Market Integration Council, et donc qui va se faire en 3 phases. Donc, ce projet a démarré depuis 2013 avec une réalisation en juillet 2015. Donc, les 3 phases. La première phase, c'est qu'un broker de l'UEMOA va se faire sponsoriser s'il va intervenir au Nigeria par un broker du Nigeria, ou du Ghana, ou de la Sierra Leone, ou du Cap-Vert.
Alors, ce sponsor-là va faire des opérations pour le compte de son partenaire, UEMOA, ou Ghana ou Nigeria. Donc, cette première phase a connu un succès en 2015 avec une réalisation entre un broker du Ghana et un broker du Nigeria. Donc, la deuxième étape, ce sera que les passeports, qu'il y ait un passeport commun et des visas reconnus mutuellement. Ça veut dire que si un broker est agréé, une société de gestion est agréée, donc au niveau de l'UEMOA, cet agrément est reconnu et ce visa est reconnu donc au niveau du Nigeria ou du Ghana ou de la Sierra Leone. Et la phase ultime, ce sera de mettre en place une plateforme unique, c'est-à-dire une bourse unique de la CEDEAO. Les bourses locales vont toujours exister, mais il y aura cette plateforme unique qui va permettre l'interconnexion donc de toutes les places boursières. Donc je pense qu'on est totalement en phase par rapport à tout ce qui est innovation et développement. Oui, donc je pense que sur la question posée par rapport au marché domestique, c'est important qu'on puisse travailler dans le sens de l'amélioration des fondamentaux des marchés avant de parler d'une fusion. Aujourd'hui, nous avons pas mal de choses qui nous échappent, des éléments qu'il faut améliorer, que ce soit dans le cadre des règlements livraison, que ce soit dans le cadre de la profondeur des marchés. Nous n'avons pas aujourd'hui assez de titres cotés. Donc, je pense tout à l'heure, Hassim a donné la liste, une liste qui est très très petite, à notre avis, pour une vingtaine d'années d'expérience. Donc, il faut réellement pouvoir travailler sur la liste des émetteurs, qu'on ait beaucoup plus d'opérations, autant sur le marché obligataire que pour les sociétés cotées. Le problème fondamental, à mon avis, c'est surtout par rapport à l'amélioration de la liquidité. Aujourd'hui, nous travaillons sur un marché qui vise les mêmes types d'investisseurs. Il est important qu'on puisse, dans les agrégats qui sont donnés, intégrer l'agrégat fondamental de la population. Nous avons affaire aujourd'hui à une zone où la population est dense, où on peut aujourd'hui travailler sur des produits. Notre ami du Nigeria a parlé d'innovation, de produits innovants à leur niveau. La clé est à ce niveau-là, qu'on puisse travailler davantage l'innovation à travers la structuration de produits qui répondent aux attentes des populations. Prenons tous nos pays respectifs, en tenant compte, bien sûr, de l'optimisation fiscale. Si on arrive à éduquer dans une dynamique d'épargne constructive, tout ce qu'on peut récupérer en termes de montants collectés uniquement à travers la population. Il ne s'agit pas de dire il y a les compagnies d'assurance, il y a les caisses de retraite, il y a les banques. À terme, on aura un frein. Et ça m'amène un peu à faire le lien avec la deuxième question par rapport aux États. Ce n'est pas un choix de l'un ou l'autre des marchés. Les deux marchés doivent être sollicités. Et c'est important justement de soulever une petite différence entre ces deux marchés. Sur le marché par adjudication, il y a un ciblage qui est fait, il y a un certain nombre de types d'investisseurs qui interviennent. L'épargnant qui a son compte bancaire, qui est à un niveau vraiment très très éloigné, ne peut pas aller intervenir directement sur le marché par adjudication. Les États doivent tenir compte du marché financier dans le cadre de leur programme de levée de fonds. Ça leur permet d'être proche de la population, de solliciter l'épargne aussi loin que possible à travers cette population et surtout à travers ces opérations d'appel public à l'épargne, de renforcer l'éducation financière. Si nous ne travaillons pas l'inclusion financière, nous n'aurons pas de pérennité dans la collecte de l'épargne. Nous avons vu aujourd'hui toutes les retombées que nous avons ressenties avec les nouvelles dispositions de la Banque centrale vis-à-vis des banques. Nous avons senti parce que tout simplement nous avons un marché financier piloté à travers la première niche d'épargnants, les banquiers. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à agir au niveau de cette profondeur, à accompagner les banques dans tout ce qu'elles ont eu à faire. Et pour ça, il faut que les autres institutionnels suivent et il faut que la population soit éduquée à construire une épargne, que ce soit via une banque, une société de gestion d'actifs, via une compagnie d'assurance. C'est vraiment quelque chose d'inéluctable. On parle d'intégration. Au niveau, rien que lui et moi, ce qui a été fait est formidable. Arriver à mettre en place une place financière avec 8 pays, mais on a une lacune principale qu'il faut aussi régler, c'est l'harmonisation fiscale. On ne peut pas dire aujourd'hui on émet des titres, le titre quand il est émis au Mali n'a pas la même fiscalité
des revenus au niveau de l'investisseur sénégalais, de l'investisseur ivoirien, ainsi de suite. Ce problème-là, si on ne le règle pas et après on rajoute une autre dimension d'élargissement de ces marchés, ça va être des éléments qui vont venir limiter l'évolution. Dans d'autres pays, on parle de plan d'épargne rattaché à des optimisations fiscales. Ça aussi, il faut qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse accompagner l'assurance vie avec une optimisation fiscale. Tous ces éléments-là vont amener nos populations à pouvoir accompagner tout ce qui est en train d'être fait. La diaspora, oui, mais la diaspora ne va pas forcément venir sur les titres qui sont émis s'ils n'entendent pas un avantage quelconque qui leur est présenté. Donc je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui doivent être regardés et surtout travailler sur tout ce qui est liquidité. Et la liquidité dépend du montant de l'épargne collectée et de l'amélioration du nombre d'acteurs qui interviennent sur le marché.